C'est une maison jaune au milieu de toutes les ruines. Salut les petits gnous, c'est Garga. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo. Une petite vidéo. Pourquoi je parle comme Cheikh de la Vie, moi? Ouais, donc petite vidéo sur le Kosovo. Euh, Pourquoi le Kosovo? Parce que pourquoi pas. Donc déjà, je vais vous remettre un petit peu dans le contexte. Le Kosovo, à l'origine, est une province serbe, de Serbie en tout cas, qui était composée majoritairement d'Albanais, ou d'Albanoïdes, on va dire, qui ont donc voulu faire sécession avec la Serbie. Parmi ces sécessionnistes, il y en avait des plus ou moins sympas, il y en avait des plus ou moins violents. Dans les plus ou moins violents, on a surtout connu l'Učeka, qui étaient les plus énervés. Les Serbes, ils étaient pas trop pour que les mecs ils se cassent. Les autres, ils voulaient pas rester avec les Serbes. Ça a frité. Ça a fait du sale des deux côtés. Il y a eu de la pogromisation des deux côtés. C'est une tradition, c'est culturel dans cette région-là. Et du coup, l'OTAN a réagi pour aider les victimes kosovares des horribles Serbes et a bombardé pendant plus de 2 mois, hein, je crois que c'était pas 80 jours, il me semble, un truc comme ça. Ils ont bombardé donc les Serbes sans mandat de l'ONU, donc de manière totalement illégale. Voilà, hein, tout ça pour aider les gentils Kosovars qui ont toujours été mis en avant comme des victimes et les Serbes comme des bourreaux, évidemment. La réalité étant un tout petit peu plus nuancée, tout le monde a été victime, tout le monde a été bourreau. De toute façon, là-bas, c'est tous des connards. Bref, comme ça, je prends pas parti. Dans tous les cas, hein, je l'ai déjà dit, mais les Yougos, c'est des Slaves. C'est des connards. Bah ouais, logique. Alors, on va commencer donc avec une mise en contexte. Kosovo Force, est-ce que c'est bien raisonne? Ouais, bon, on va commencer par un Kosovo Force. De toute façon, c'est comme d'habitude, c'est un peu bordélique, mais là, je me suis un petit peu préparé pour pas avoir à faire de la traduction à la volée. Donc, du coup, je me suis fait mon petit bloc-notes magique avec une traduction déjà faite par DeepL. Pas beau la sauce. Alors, la force de paix du Kosovo, donc la KFOR. La KFOR, donc, c'est une force internationale de maintien de la paix dirigée par l'OTAN au Kosovo, qui a été déployée après les bombardements. Une fois que tout a été bien mis à plat, comme ça, les blindés pouvaient rouler plus calmement. Ces opérations se sont progressivement réduites jusqu'à ce que la force de sécurité du Kosovo, créée en 2009, devienne autonome. Alors, on va faire un petit pas sur la force de sécurité du Kosovo, la Kosovo Security Force. Ouais, Forza et sécuriser les Kosovais, ouais, si tu veux. Et l'armée donc du Kosovo, elle a été formée après la déclaration d'indépendance en 2008. La KSF a pour mission de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale du Kosovo, d'apporter un soutien militaire aux autorités civiles et de participer aux missions et opérations internationales de maintien de la paix. Ouais, quand tu vas à l'international, c'est pour maintenir la paix, hein, toujours. Ouais. Il y avoir l'Irak, la Libye, tout ça. Bon, eux, ils sont pour rien, donc je digresse. Depuis 2018, elle est en train de se transformer en force armée du Kosovo, un processus qui devrait prendre 10 ans, parce que jusque-là, c'était des glandules. Hein. Le président du Kosovo est le commandant suprême de la force de sécurité du Kosovo et a la compétence de mobiliser la force de sécurité du Kosovo en cas d'urgence. En temps normal, les pouvoirs du président en tant que commandant en chef sont exécutés par le biais du Premier ministre et du ministre de la Défense. La force de sécurité du Kosovo a été fondée en 2009 après la dissolution du corps de protection du Kosovo, le CPK, qui était jusqu'alors une organisation civile de service d'urgence et un descendant de l'armée de libération du Kosovo, l'UÇK. En mars 2008, la force de paix du Kosovo, donc la KFOR, dirigée par l'OTAN, et le corps de protection du Kosovo ont commencé à préparer la formation de la force de sécurité du Kosovo. Putain, combien de fois j'ai dit Kosovo là? Et j'ai pas fini la vidéo encore, hein. Loin de là. Conformément aux directives énoncées dans le plan Ahtisaari, alors Ahtisaari, je crois qu'il s'appelle Marty, c'est un Finlandais qui était qui est toujours diplomate. Hein, je sais pas s'il est toujours à l'ONU,
C'est un diplomate en tout cas qui a calmé les trucs, les tensions entre connards, histoire que les minorités serbes encore présentes au Kosovo se fassent pas trop défoncer la gueule. Parce que pendant un moment, c'était pas ça. Ça s'est un tout petit peu assoupli, pareil, mais c'est pas globe quand même. La force de sécurité du Kosovo était initialement autorisée à porter des armes légères. Et, ouais, des lance-pierres, des trucs comme ça. Quand je dis c'était des glandus. Hein. Enfin bon, après, glandus kosovars, les glandus slaves, même avec un lance-pierre, ils sont dangereux. Hein. L'admission et la formation du personnel ont commencé début juin 2008 lorsque des experts de l'OTAN sont arrivés au Kosovo pour guider le processus. Et à partir de début de décembre 2008, l'enrôlement des candidats âgés de 18 à 30 ans a commencé. La force de sécurité du Kosovo a été officiellement fondée le 1er janvier 2009. Dans le but d'améliorer ses compétences militaires et de permettre d'adhérer à l'OTAN, bah ouais, c'est le but, hein, l'Assemblée du Kosovo a adopté en décembre 2018 une loi visant à redéfinir la KSF comme une force militaire professionnelle. Et ouais, c'était des amateurs jusque-là. Amateurs avertis, mais amateurs quand même. Et a créé un ministère de la Défense. Alors jusque-là, il n'y avait pas de ministère de la Défense, apparemment, je ne sais pas trop. Bon, ça devait être les Américains qui géraient, donc il n'y avait pas forcément besoin d'un ministère de la Défense. Hein. La KSF est en outre en cours de transformation, enfin c'est un mot du Kosovo, on a vu. Cette transformation qui devrait s'achever en 2028 est supervisée par les experts de l'OTAN. Diavol. Le personnel de la KSF est formé dans des académies militaires de l'OTAN en Turquie, aux États-Unis et au Royaume-Uni, la Sainte Trinité. Notamment à l'école d'aviation de l'armée de terre d'Isparta à West Point et à Sandhurst. Je ne sais pas où c'est ça. Bon. Sa transformation actuelle est activement soutenue par les membres de l'OTAN et sa coopération la plus étroite se fait avec la garde nationale de l'Iowa. Après le début de l'invasion russe en Ukraine, l'Assemblée du Kosovo a adopté une résolution exhortant le gouvernement à lancer une candidature à l'adhésion de l'OTAN. Étonnant, non? Alors, on en revient. Voilà. Alors, l'ACFOR, nous étions ici. L'ACFOR est entré au Kosovo le 11 juin 1999, 2 jours après l'adoption de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies. À l'époque, le Kosovo était confronté à une grave crise humanitaire, les forces militaires de la Yougoslavie étant en action contre l'armée de libération du Kosovo, donc les Tchétchènes, dans des engagements quotidiens. Yeah. À cette époque, près d'1 million de personnes avaient fui le Kosovo en tant que réfugiés et beaucoup ne sont pas rentrés définitivement. Bah, il y en a beaucoup qui ne sont pas rentrés du tout parce que, alors soit ils ont trouvé le bonheur par chez nous, il y en a, soit parce que il y en a, ils étaient serbes. Et puis bon, bah finalement, ils se sont dit autant rentrer en Serbie plutôt qu'au Kosovo parce que les Albanais ils sont pas cool avec les Serbes. Voilà. L'ACFOR transfère progressivement ses responsabilités à la police du Kosovo et d'autres autorités locales. Bah oui, c'est militaires et autorités qui se sont chevauchés. Actuellement, 28 États contribuent à l'ACFOR avec un effectif combiné d'environ 4000 militaires et civils. Blablabla. Bla, bla. Ouais, la mission était initialement appelée Opération Joint Guardian. En 2004, le nom de code de la mission a été changé en Opération Joint Enterprise. Objectif, carte des secteurs de la plateforme, on s'en fout. Est-ce qu'il y a des trucs plus intéressants là-dedans? Bon, on va pas se la faire. Hein. Je vous mettrai le lien en description. Vous verrez un petit peu ce que ça donne. Hop. Donc on en passe. Alors, Security Force, machin. Ah oui, Serbian Enclave in Kosovo. J'avais oublié ce petit détail. Donc on y revient. J'ai fait encore mon petit truc. Hop, les enclaves serbes sont des implantations au Kosovo, en dehors du nord du Kosovo, au sud de l'Ibar, où les Serbes sont majoritaires. Après l'exode initial qui a suivi la guerre du Kosovo, la situation des communautés serbes du Kosovo s'est améliorée et dans le cadre du plan Ahtisaari, donc voilà, Marty, les droits des minorités ont été promus. Parce qu'avant, non. Les Serbes ont souvent construit, ouais, avant ils étaient en fait dans des camps, hein, un peu comme dans la bande de Gaza, si tu veux, avec les blindés de l'ACFOR qui étaient autour. Voilà.
Oui, l'OTAN a ramené la démocratie en parquant des minorités. Comme ça que ça marche, la démocratie, selon les États-Unis. Je fais du mauvais esprit, je sais, je sais. Les Serbes ont souvent construit des barrages routiers et des barricades pour empêcher l'accès de la police et des douaniers du Kosovo. Alors oui, non, je parle des États-Unis, hein, mais les Serbes aussi, hein, ils sont bons au niveau de la démocratie. Mais ils n'ont jamais eu pour vocation à ramener la paix dans le monde. Hein. Voilà. Bon, eux, ils s'en battent les couilles. Ils tapent sur leurs cousins, ils tapent sur leurs voisins, ils tapent chez eux. C'est des Slaves, quoi, putain, c'est tout. Mais c'est pas des colons d'origine. L'accord de Bruxelles de 2013 a permis à la police et aux douaniers du Kosovo de fonctionner pleinement. Bon, ok. Tandis qu'il est prévu de créer la communauté des municipalités serbes dans le cadre juridique de la communauté de la République du Kosovo. Voilà. Bon, bref. L'histoire, donc selon le recensement de 91 en Yougoslavie, il y avait 5 municipalités à majorité serbe dans la province autonome du Kosovo et Metohija. Metohija, ah, peu importe. Il s'agissait de Leposavić, Zvečan, Zubin Potok, c'est le cheval, quoi. Strepse et Novo Brdo. La Bardo, c'est Brdo. Des autres municipalités, il y avait une majorité albanaise, tandis que d'autres minorités ethniques importantes, comme les musulmans ethniques et les Roms, ne formaient que la majorité dans aucune des municipalités. Serbes dans les enclaves, ah oui, d'accord. Avant la guerre du Kosovo, les Serbes étaient beaucoup plus nombreux à vivre sur les territoires du Kosovo, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'ils sont pas revenus. Beaucoup d'entre eux sont partis en 99 et d'autres encore pendant les troubles de 2004, lorsque la communauté serbe et le patrimoine culturel serbe ont été pris pour cible. En conséquence, 35 églises, dont 18 monuments culturels, ont été démolis, brûlés ou gravement endommagés. Bah, ils faisaient de l'épuration ethnico-religieuse, on va dire. Les estimations du nombre de Serbes ainsi déplacés vont de 65 000 à 250 000. Seuls environ 3 000 d'entre eux sont revenus depuis. D'après l'ancien ministère serbe pour le Kosovo, Metohija, 12 des 437 villes et villages où vivaient des Serbes ont fait l'objet d'un nettoyage ethnique complet. Et dans les violences qui ont suivi, plus de 1000 Serbes ont été tués, tandis que 841 ont été enlevés et 960 blessés. Entre 2000 et 2008, l'administration de la MINUK, miaou, je ne sais pas ce que c'est ça, a créé 8 nouvelles municipalités sur le territoire du Kosovo, dont 3 ont une majorité ethnique serbe. Gračanica, Nica, Klokot Vlopovotas, Danilud, voilà. Okay. En 2008, l'Assemblée communautaire du Kosovo et de Metohija a été créée pour coordonner les efforts de la minorité serbe du Kosovo. Il y a quelques 1200 Serbes au Kosovo, dont environ un tiers dans le nord. Ils pensent que si des fonctionnaires du gouvernement de la République du Kosovo sont déployés à la frontière, le Kosovo finira par prendre le contrôle du nord, qui est aujourd'hui une partie de facto de la Serbie. Les Serbes du Kosovo, surtout dans le nord, rejettent son indépendance. Lors des tensions ethniques qui ont marqué les troubles de 2004 au Kosovo, de nombreuses enclaves serbes ont été attaquées par des émeutiers albanais du Kosovo. Citation nécessaire. Ok, donc poursuivons. J'en étais où? Paf, toi tu peux te casser maintenant. J'ai plus besoin de toi. Alors, Serbienne enclave du Kosovo. Alors oui, j'ai pris des articles anglais parce que les articles français, il manque des trucs. Soit ils sont pas mis à jour, soit carrément ils n'existent pas, ou alors il y a toute une partie qui n'existe pas du tout dans l'article. Donc, allez, on va lire un petit morceau de l'article de la Croix qui date du 12-6-2019 à 11h52. Donc, au Kosovo, la situation de la minorité serbe est pire qu'il y a 15 ans. De passage à Paris fin mai, à l'occasion d'un concert célébrant le 20e anniversaire de l'instauration en juin 1999 de la paix du Kosovo, Slobodan Petrović, député serbe du pays, alors c'est un député serbe, mais c'est pas un député serbe. Enfin, c'est un député serbe, mais du Kosovo en fait. Voilà. Oui, c'est compliqué. Revient sur le contrôle resserré de Belgrade sur sa minorité. Voilà à quoi ça ressemble une minorité ethnique au Kosovo, les gars. Hein.
minorités ethniques ne sont pas celles que l'on croit. Alors, les petits gnous, j'ai eu un plantage, donc là j'ai perdu une demi-heure de ma vie. Je suis content, je suis très jouasse. Mais bon, je reprends. Alors, aujourd'hui, il y aurait environ, selon les estimations, 120 000 habitants serbes sur le territoire. Ceux qui ne soutiennent pas électoralement la liste serbe ou le gouvernement de Belgrade s'exposent à de nombreuses pressions. Ils peuvent perdre leur emploi, leur sécurité sociale. La Serbie continue de financer 40 000 salaires aux Serbes du Kosovo, travaillant notamment dans des institutions éducatives, de santé, etc. Serbes implantés sur le territoire. Ces personnes sont donc obligées de voter pour le parti. Belgrade continue de défendre en filigrane un discours criminel sur le Kosovo. Deux candidats serbes pour les municipales de la ville de Mitrovica. Dans le nord du Kosovo ont été assassinés dans des circonstances troubles ces dernières années. Plus personne n'ose aujourd'hui se présenter sous une autre bannière ou sous une posture plus nuancée que celle prônée par la liste serbe, parce que cela implique même le risque d'être tué. Comment essayez-vous avec votre propre parti de défendre les intérêts serbes sans vous opposer à l'indépendance du Kosovo? Le parti indépendant libéral, ILP, que j'ai fondé en 2006, a toujours agi avec ses propres mains et non celles de Belgrade. Nous avons été au pouvoir durant 2 mandats au cours de la dernière décennie au sein du gouvernement kosovar, le fauteuil qui a roulé en arrière, avec le titre de vice-premier ministre du Kosovo. Construction d'écoles, de structures de santé, de routes, recrutement de 3000 membres de la communauté. Nous avons investi plus de 15 millions d'euros pour améliorer les conditions de vie des Serbes via des institutions kosovares. Mais notre plus grande réussite a certainement été à l'époque de restaurer la confiance intercommunautaire. Pas encore gagné, mais il y a peut-être du mieux. Défendre cette cause n'est pas facile. Belgrade nous perçoit aujourd'hui comme des traîtres. J'ai notamment été arrêté avec plusieurs de mes collaborateurs à la frontière serbe par les agences de renseignement du pays. BIA, la CIA, BIA, qui nous ont empêchés de passer. D'une certaine manière, ils se comportent de la même façon qu'avant la guerre, quand la situation était terrible. Mais ce qui a été encourageant, c'est que l'Union européenne, UE, merci la croix, est finalement intervenue auprès de Belgrade pour lui demander de préciser ses motifs de détention abusive et aborder également les soupçons d'irrégularité entachant les dernières élections locales. Ça se sent que je suis blasé d'être obligé de relire tout ça. Dans le sillage de la conférence de Berlin fin avril, comment jugez-vous les tentatives de médiation de l'Union européenne? Globalement, le facteur compliqué reste la désunion de l'UE dans son approche sur ce dossier. D'un autre côté, les engagements de la France et de l'Allemagne en particulier, qui ont démontré leur volonté d'une résolution de la crise au Kosovo et dans cette partie des Balkans, nous redonnent un peu d'espoir. Mais je pense que nos partenaires européens devraient jouer un rôle plus important encore dans le processus de normalisation des relations. On va voir que la normalisation, elle n'est pas encore là. La future solution devra tenir compte des intérêts du peuple kosovar et pas seulement ceux individuels. Je sais que dans le cadre de ce processus, le président Emmanuel Macron compte se rendre à Belgrade. Oui, bon, bref, je ne sais pas s'il y allait ou pas, j'ai pas vérifié. On s'en fout, voilà. Pour le reste. On va passer à la suite. Alors, RFI, publié le 14 octobre 2021 à 23h58, modifié le 15 octobre 2021 à 9h18. Voilà. Alors ça c'est quoi? C'est des agents de la police spéciale du Kosovo montent la garde alors que des centaines de Serbes du Kosovo protestent contre l'interdiction par le gouvernement d'entrer des véhicules avec des plaques d'immatriculation serbes à Jarinje, au Kosovo, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, j'imagine, le 27 septembre 2021. Reuters, Laura Hassani. On voit que l'OTAN il passait par là, ils sont pas mal leur Humvee là avec la cabine SP-12-7 sur le toit. C'est ça qu'il a commandé Macron pour gérer les manifestations là. Je suis curieux de savoir quand même. Bref, le pays retourne aux urnes ce dimanche 17 octobre pour des élections municipales, premier test politique pour le Premier ministre réformateur Albin Kurti, élu en février dernier, mais le secteur serbe du nord du pays s'enfonce dans un nouveau cycle de violence. Alors, en septembre, c'est la querelle des plaques d'immatriculation, ils se fritent pour n'importe quoi.
qui a embrasé le secteur serbe du nord du Kosovo. En effet, alors que Belgrade refusait de laisser passer les voitures immatriculées RKS pour République du Kosovo, Pristina a voulu introduire un principe de réciprocité. T'es con? Bah moi aussi, tiens. En interdisant les immatriculations serbes. Bataille de cons. Un compromis, et oui, compromis chose due, provisoire a été trouvé. Les insignes nationaux sont désormais recouverts de stickers blancs. Oh, le ridicule. Allez, tu mets un bout de gaffeur là-dessus, puis on n'en parle plus. Mercredi, toutefois, une opération anticriminalité de la police du Kosovo a remis le feu aux poudres à Mitrovica, provoquant de violents affrontements avec la population locale. Miodrag Milicevic, et non pas Milosevic, c'est pas le même, de l'ONG Active, très active, l'une des rares à promouvoir le dialogue intercommunautaire, et explique le sentiment d'exaspération qui monte chez les Serbes. Beaucoup de frustration s'était déjà accumulée après le conflit sur les plaques d'immatriculation. Les gens ne veulent pas avoir honte d'afficher les symboles de l'État auquel ils estiment appartenir. À court terme, il est possible qu'en montrant les muscles dans les zones serbes, le Premier ministre réformateur Albin Kurti, triomphalement élu en février dernier, espère améliorer les positions de son parti en vue des élections du dimanche. Localement, la montée des tensions va surtout donner de l'eau au moulin de la Lista Srpska, le parti des Serbes du Kosovo, totalement téléguidé depuis Belgrade. Nous rejetons les Serbes qui pourraient être intéressés par mieux s'intégrer dans notre société. Et beaucoup s'interrogent sur la stratégie d'Albin Kurti, comme Bismar Yemeri, le directeur de l'Institut Musin Kopkalari, un think tank social-démocrate de Pristina. Ils en ont là-bas aussi des réservoirs à penser. Je pense que la façon dont Albin Kurti gère la question du Nord est potentiellement très dangereuse, parce que le gouvernement du Kosovo ne présente aux citoyens du Nord que l'une de ses facettes. Ce sont des actions de police. Avec cette façon de gérer le Nord, nous rejetons les Serbes qui pourraient être intéressés par mieux s'intégrer dans notre société. Notre Premier ministre parle d'une société basée sur la citoyenneté, mais il agit d'une façon différente. Bah ouais, si tu montres que les keufs à une population... ils vont pas être copains avec toi. Bon, voilà, c'est quoi, Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a qualifié le nouvel envoi de la police spéciale dans le nord de Kosovo d'action unilatérale, tandis que Belgrade s'empressait de dénoncer les derniers agissements de Pristina. Le président Vučić a ainsi répété qu'il était Vučić, je sais pas, Vučić, Taras, a ainsi répété qu'il était prêt à défendre les Serbes du Kosovo par tous les moyens. Le dialogue qui doit bien reprendre d'une manière ou d'une autre entre les deux pays semble donc fort mal parti. Bien, bon alors là, c'est première partie, je vous ai mis un peu le contexte du merdier. Bon bref, donc deuxième partie, alors cette fois c'est le Pleine Résistance, c'est le petit Venom qui est là. Hashim Thaçi, qui prend la tête du Kosovo, arnaque, crime et politique. 7 mars 2016, il n'y a pas l'heure. Et Hashim Thaçi, c'est lui. Le 26 février dernier, la République autoproclamée du Kosovo élisait son nouveau président. Selon sa constitution, ce sont les membres du Parlement qui ont élu le nouveau président qui est amené à prendre la suite d'Atifet Jajaga. Jaga. Ouais, ça y a moyen de faire des blagues là-dessus. Dont le mandat ne restera pas dans les annales de l'histoire de la région. Mais le nom est marrant, hein. Comme toute la vie politique contemporaine au Kosovo, l'élection fut une véritable tragicomédie. Un gros boxon, en fait. Hein. L'opposition nationaliste de Veteven Dozier, je sais pas comment on dit, fit interrompre le scrutin en lançant du gaz lacrymogène dans l'enceinte parlementaire, comme elle le fait depuis des mois, sous les regards larmoyants de l'ambassadeur des États-Unis, Greb Delaoui, et du représentant de l'Union européenne au Kosovo, Samuel Zbogar. Bah, les mecs, s'ils se sont pris des lacrymos dans la gueule, ils devaient être larmoyants, tu m'étonnes. Alors, pendant ce temps, des milliers d'Albanais manifestaient à l'extérieur, lançant même des cocktails Molotov contre les forces de l'ordre, rameutées en surnombre dans les rues de Pristina, capitale de la République autoproclamée. Alors ça,
Ouais, c'est Nikola Mirković. Ouais, c'est un Serbe qui a écrit ça, hein. Enfin, il y a des chances qu'il soit serbe. J'en étais où, moi? Ouais, oui. Il aura fallu 3 jours et quasiment 10 heures de tractation pour que le président soit finalement élu avec le quorum nécessaire, et pourtant il n'y avait que 2 candidats lors du dernier tour. L'actuel ministre des Affaires étrangères, Hashim Thaçi, est un membre du même parti que Thaçi, le Parti démocratique du Kosovo, Rafet Rama. Au dernier tour, Hashim Thaçi est élu avec 71 voix contre 0 pour son rival, ce qui signifie que Rafet Rama n'a même pas voté pour lui-même. L'opposition en carton, quoi. Mieux que Marine et Méluche réunis, quoi. D'ailleurs, pour l'ancien responsable économique du Bureau civil international au Kosovo, André Capusella, l'élection est invalide d'après la constitution même du Kosovo, car Rama n'était pas un vrai candidat, sans deck, car il n'a pas fait campagne pour le poste, et également parce que tous les députés doivent être présents ou excusés pour le vote, ce qui ne fut pas le cas. Quand les anti-Thaçi eurent fini leur démonstration de force à l'extérieur du Parlement, quelques centaines de militants de Thaçi paradèrent dans les rues de Pristina avec des drapeaux américains, albanais et occasionnellement kosovars. J'aime bien l'occasionnellement, ouais. En tirant leur revolver en l'air en scandant Učeka, le nom de l'organisation terroriste dont Thaçi était le chef durant la révolte contre le régime yougoslave. À la lecture de ce résumé, on pourrait se croire plus facilement dans un film loufoque et délirant du réalisateur Emir Kusturica, que dans la nouvelle démocratie kosovarde mise en place suite aux bombardements illégaux de l'OTAN en 1999. Malgré les milliards de dollars d'aide de Washington et de l'Union européenne pour essayer de créer un État moderne ex nihilo sans justification historique et au détriment du droit international, la réalité est que la construction du Kosovo est un échec. Soutenir Hashim Thaçi à la présidence du Kosovo est la preuve que les atlantistes n'ont jamais voulu la paix au Balkan et qu'ils ne la prévoient pas à court terme. Bon, alors méfiez-vous des biais. Hein, là, il y a un biais. Bon, c'est à peu près le même que le mien en réalité, mais il faut toujours se méfier des biais et il faut savoir les reconnaître quand on les voit. Tiens, je mettrai une fiche par là-haut là, sur le truc que j'ai fait sur comment on reconnaît à peu près une propagande. C'est plutôt rigolo. Ok. Qui est donc Hashim Thaçi, le nouvel homme fort du Kosovo? Né en 68 à Zbrika, au Kosovo, Yougoslavie, Thaçi est techniquement albanais. Techniquement albanais et ethniquement aussi. À la fin de sa scolarité, il poursuit des études de philosophie et d'histoire à l'université de Pristina et rejoint les rangs des nationalistes albanais qui réclament l'indépendance du Kosovo. Après une condamnation par un tribunal yougoslave à 22 ans de prison pour une attaque terroriste contre une patrouille de police, Thaçi s'enfuit en Suisse quelques années où il obtient le statut de réfugié politique. En Suisse, il milite auprès de la diaspora et il suit les cours du professeur Albert Stell à l'université de Zurich sur la guerre des Moudjahidines en Afghanistan de 79 à 89. Thaçi n'est pas un moudjahidine ou un islamiste, mais il étudie leur technique de guérilla pour préparer son retour en Yougoslavie. Il profite de ce moment pour organiser le combat armé avec d'autres réfugiés en Suisse, comme Bardil Mamouti, Xavi Taliti, Ramouch Haradinaj, Ali Ameti, Kadri Vezeli ou Yashar Salihu. Bien que réfugié politique, Thaçi retourne souvent au Kosovo en passant par l'Albanie ou le régime de Tirana. Où le régime de Tirana soutient le mouvement terroriste en le finançant et en l'armant. En 1998, Thaçi retourne définitivement au Kosovo pour s'engager pleinement dans la lutte armée dans l'Učeka. Groupuscule que même l'envoyé spécial de Bill Clinton dans les Balkans, Robert Gelbard, qualifiera de terroriste. Alors, Thaçi est doué et violent. Son nom de guerre est Gjarpri, ce qui signifie en albanais le serpent. À la surprise de beaucoup d'observateurs, c'est cet homme qui va être choisi par les États-Unis et l'Europe pour négocier au nom des Albanais avec les Serbes lors des négociations début 99 à Rambouillet, en France.
Madeleine Albright, la secrétaire d'État américaine, donna un signal clair et net à Belgrade en choisissant le terroriste Tachi contre le plus modéré Ibrahim Rugova, qui était le représentant naturel des Albanais du Kosovo, avec lequel le président yougoslave Slobodan Milosevic s'était déjà entretenu et qui n'avait pas la vision extrémiste et violente de Tachi. C'est étonnant ça de choisir des énervés de la part des Américains et des Occidentaux en général. C'est étonnant. Ouais. Il n'y aura pas eu des précédents? Je sais pas. On va voir. Washington et Bruxelles, en choisissant Tachi, l'homme que les tribunaux serbes avaient condamné pour terrorisme, savaient que la paix était impossible avec Belgrade. Ce qu'ils voulaient, c'était poursuivre la guerre contre les Serbes. Le prix Nobel de la paix et ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger. Ils sont bons les prix Nobel de la paix à Merloc. Hein. Enfin, les prix Nobel de la paix en général, d'ailleurs. Au niveau de la paix, c'est peut-être pas ça. Hein. Le Kissinger, c'est pas top. Obama, c'est pas top. Bon. Henry Kissinger dira à propos de ces négociations, le texte de Rambouillet était un prétexte, une excuse pour commencer à bombarder. Ouais, comme la fiole secouée à l'ONU. Nous avons la preuve que je me suis fait fourrer. Ok. L'attaché militaire britannique à Belgrade, John Crossland, dira en tant que témoin au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie que le président américain Bill Clinton, son envoyé spécial Richard Holbrooke et sa secrétaire d'État Madeleine Albright voulaient changer de régime en Serbie et qu'ils avaient décidé d'utiliser l'UÇK, entre autres, pour y arriver. Et ouais, ils ont fait du bon boulot, hein. Mieux que Al-Nosra finalement. Parce qu'Al-Nosra, il y est toujours tonton Bachar. Hein. Alors, Tachi devient donc l'homme lige de l'OTAN et se déclare Premier ministre par intérim du Kosovo une fois que l'OTAN aura commencé ses bombardements illégaux en mars 99. Sulfureux, pour le moins, il ne sera pas mis en avant au départ par les atlantistes mais continuera à être leur protégé. En 2003, Tachi est arrêté à l'aéroport de Budapest sur la base d'un mandat d'arrêt international lancé par Belgrade, mais sera libéré suite à une intervention du chef de la mission des Nations Unies au Kosovo, l'Allemand Michael Steiner. Comme de très nombreux chefs de l'UÇK, Tachi sera arrêté mais jamais condamné. En 2007, l'ancien étudiant suisse remonte sur le devant de la scène politique et devient Premier ministre du Kosovo. En 2008, c'est lui qui fera la déclaration illégale d'indépendance du Kosovo le 17 février de la même année. En 2014, le PDK de Tachi remporte les élections, mais les députés n'arrivent pas à former un gouvernement. Après 7 mois de négociations entre les ex-mafieux terroristes de l'UÇK devenus politiciens, c'est à l'ambassade des États-Unis à Pristina que le problème va se régler. Tachi et son concurrent Issa Mustafa, qui s'écharpent en public, vont faire une alliance. Mustafa devient Premier ministre et Tachi rejoint la nouvelle coalition gouvernementale de son opposant politique en devenant le ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre du Kosovo. Ok. D'accord. Ministre des Affaires étrangères, c'est lié à vice-premier ministre ou c'est une cumulation? Un an plus tard, les députés élisent Tachi président du Kosovo. L'ex-guerriero bénéficie dorénavant du prestige et de l'immunité de la fonction. Et d'aucuns assurent que c'est cela que Tachi recherche réellement, car même s'il est condamné par un tribunal, le président du Kosovo ne peut perdre son immunité que si les 2/3 des députés le démettent de ses fonctions, ce qui n'a quasiment aucune chance d'arriver. Alors, spoiler, mais en fait, si. Bon. Blabla, alors c'est quoi? Tachi est accusé d'avoir du sang sur les mains, beaucoup de sang sur les mains. D'après le rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, rédigé en 2010 par le rapporteur suisse Dick Marty sur le traitement inhumain de personnes et trafics illicites d'organes humains au Kosovo, Hashim Tachi est le partenaire local préféré des US et de l'Occident. Dans ce rapport de 29 pages, Tachi est cité 24 fois en termes graves, où il est tour à tour accusé d'être un des principaux trafiquants de drogue, un commanditaire d'assassinat et tout simplement le plus dangereux des parrains de la pègre de l'UÇK. Rien que ça. Marty dit clairement que l'UÇK est une organisation criminelle responsable entre autres du trafic d'organes.
Un autre rapport du BND, le service de renseignement extérieur allemand, évoque les relations de Tachi avec le crime organisé depuis la fin de la guerre et notamment sa responsabilité dans des assassinats politiques. Même un document de l'OTAN, fuité dans le quotidien britannique The Guardian en 2011, révèle que des membres haut placés de l'OTAN savent que Tachi est un des plus gros poissons du crime organisé du Kosovo. Le document de l'OTAN, estampillé USA fort, confirme que les États-Unis et d'autres pays occidentaux connaissent depuis fort longtemps les activités criminelles et les relations mafieuses de l'ancien chef de l'UÇK et désormais président du Kosovo. Bon, alors Hashim Tachi compte en France quelques amis, parmi lesquels Bernard Kouchner. À la bonne blague. Qui a été le représentant spécial du secrétariat général de l'ONU au Kosovo, ainsi qu'Arnaud Danjean, l'eurodéputé Les Républicains, vice-président de la délégation pour les relations avec l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Danjean et Tachi se sont bien connus à l'époque où Danjean était au département Balkan de la DGSE. Hein, et où la France apportait de l'aide militaire et financière à l'UÇK. On est dans les bons coups. Hein. Ça n'a pas trop changé. Hein. Les Yéménites, ils apprécient notre aide militaire. Hein. Pour la déclaration d'indépendance du Kosovo en 2008, 9 ans après la guerre, Tachi invitera personnellement Danjean aux célébrations. Copain. Tachi est sans aucun doute l'homme de Washington et de Bruxelles. C'est lui le plus dangereux des parrains de la paix de l'UÇK que l'Occident a choisi. Bon, tu vas pas te répéter 20 fois. Qui est donc, voilà, blabla. Il est le gardien de la doxa atlantiste dans le pays inventé par les stratèges néoconservateurs américains que l'ONU, la Russie, l'Inde, le Mexique ou le Vatican ne reconnaissent absolument pas aujourd'hui. Le Vatican. Marrant. Le pacte avec Tachi est le suivant. L'Occident ferme les yeux sur la purification ethnique des Serbes, et les trafics de Tachi, et en contrepartie, Tachi s'assure que l'agenda atlantiste est bien mis en place au Kosovo. C'est la seule interprétation possible, car comment Tachi pourrait-il changer demain ce que ni lui ni ses alliés n'ont pu ni voulu réaliser depuis que l'OTAN leur a inventé un État sur mesure il y a 17 ans. La situation au Kosovo est catastrophique pour tous les peuples qui y habitent. En effet, depuis 1999, plus de 200 000 Serbes et Roms ont fui le Kosovo. Leurs biens ont été confisqués par les Albanais et ne leur sont restitués qu'après de très longs parcours juridiques peu aux initiés. Bah ouais. Plus de 1000 Serbes, Roms et autres minorités ont été assassinés, 1500 autres sont toujours portés disparus. Alors ouais, dans ce coin, les... Oh mais putain! Non, ta gueule! Pas intéressé. J'en suis... Je sais plus ce que je voulais dire, bon bref, peu importe. Alors que 150 églises serbes ont été détruites, 400 mosquées ont été construites sur ce petit territoire de 11 000 km². Je vais finir par tuer mon téléphone. Encore une fois. Ces mosquées sont financées essentiellement... oui, c'est ça. Ces mosquées sont financées essentiellement par de l'argent wahhabite. Du reste, le Kosovo représente avec l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, les régions d'Europe qui fournissent le plus de djihadistes par tête d'habitant au rang de l'État islamique. Voilà. Puis après, t'as l'autre connasse de oiseaux là qui dit que ah là là, les horribles islamistes de Kadyrov, ils sont sous contrôle les Yaren. Ils sont musulmans, ils sont pas islamistes. Hein. Bon, pas les mêmes. Puis bon, s'ils ont envie de revenir, on va pas leur trouver un stage de boulanger. Hein. Chez tonton Vlad, t'es parti chez Daesh, tu reviens, c'est machine à jambon. Hein. Les Serbes qui survivent au Kosovo sont cantonnés dans des enclaves où ils subissent encore des attaques comme récemment à Klin, Djakovica, Pazijan ou Prizren. Ouais, mon accent, je me suis foutu là. La situation est catastrophique même pour les Albanais qui ne vivent pas des réseaux politico-mafieux du Kosovo. En 2015, plus de 100 000 Albanais ont fui le Kosovo. D'après Eurostat, le Kosovo est la troisième provenance la plus importante de l'immigration illégale en Europe,
après, en 2015, juste après la Syrie et l'Afghanistan. Au Kosovo aujourd'hui, en même temps, hein, j'ai envie de dire, les Kosovars, ils ont quoi, hein, ils ont quoi qu'est-ce qu'ils peuvent exporter, à part des Kosovars? Je vois pas. Hein. Donc au Kosovo aujourd'hui, d'après le The World Factbook de la CIA, un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté et 35% de la population est au chômage dans cette région où l'âge médian de la population est de 28 ans. Et où, d'après l'UNDP, le taux de chômage des moins de 15-24 ans est de 60,2%. Au Kosovo, ceux qui ont la chance de travailler gagnent 360 € par mois. Ah ouais, un pays de merde. Hein. Malgré les milliards d'euros versés pour la création du Kosovo albanais, la région est devenue une des plus pauvres d'Europe et explique le mécontentement naturel des Serbes, mais également des autres minorités, et même des Albanais qui dénoncent chaque jour plus le simulacre de démocratie mis en place par les atlantistes et les agissements mafieux de leur classe politique. Alors, j'ai envie de dire un truc. Le concept, en fait, il est assez simple. C'est au nom de la liberté, des droits de l'homme, mon cul, tout ça, tu vas péter la gueule à quelqu'un en disant... à juste titre ou pas, que c'est une ordure. Tu lui défonces sa gueule pour la liberté et tout ça, hein, évidemment, la démocratie, blabla. Et tu mets en place un régime qui va être soumis à ta personne et surtout qui soit suffisamment extrémiste pour que si à un moment il se rebelle, tu peux lui péter la gueule dans le plus grand des calmes parce que ce sont des extrémistes. Hein. Par exemple, Saddam Hussein, hein. Voilà. Quand il s'est retourné, bon, bah, tout d'un coup, il était suffisamment extrême pour pouvoir lui péter la gueule. Voilà. C'est une bonne technique, hein. C'est bon. Et la géopolitique pour les nuls, mais ça fonctionne pas mal. En tout cas, ça a fonctionné pendant longtemps, donc c'est que ça doit être efficace. J'étais où, blabla. De leur classe politique, ouais, j'étais là. De nombreux Albanais dénoncent la République bananière qu'est le Kosovo. Pour le journaliste albanais, premier éditeur du quotidien le plus important en langue albanaise du Kosovo, Kohaditor, je crois que c'est Ditor. Bref, et ancien, bah, après je ne parle pas albanais, hein, je ne lis pas non plus l'albanais parce que je ne m'intéresse qu'aux langues civilisées, donc ça n'inclut pas le serbe ou l'albanais. Ouais, je suis parti pour me faire des copains, j'aime bien ça. Pas taper, pas taper. Hein. Je suis chrétien, donc je suis obligé de tendre l'autre joue. Faire une petite esquive à la Mayweather. Après, hop, petit pas sur le côté, hop, et baf, grosse patasse après. Ouais. C'est pour ça qu'il faut tendre l'autre joue. Voilà. Et ancien conseiller de Hashim Tachi. Ah d'accord, donc le mec, il était ancien conseiller de Hashim Tachi, mais il balance quand même, il dit « Le Kosovo est un pays à la dérive contrôlé par des mains prédatrices. » Pas mal, hein. Alors c'est qui a dit ça? C'est Dougakirin, Goran Dougagjin. Ouais, truc du genre. Pour le politologue Belgzim Kamberi, les Albanais du Kosovo étaient réputés le peuple le plus optimiste d'Europe. À mon avis, ça a changé. Après la guerre, les réfugiés voulaient à tout prix rentrer chez eux, même si le pays était dévasté. Aujourd'hui, un seul rêve hante leurs enfants, se casser. À part Tachi, ses amis politiques et les chancelleries atlantiques, plus personne ne croit au Kosovo. Le Kosovo est devenu une grosse plaque tournante du crime organisé où les multinationales occidentales s'enrichissent à reconstruire une région que leurs pays ont eux-mêmes détruite. C'est pratique la guerre, ça vend des trucs. Ça vend des armes et puis après ça vend du béton pour reconstruire. Un tribunal pénal pour les crimes albanais doit voir le jour prochainement, blablabla, suite au rapport de Big Party. Bon, on va y revenir d'ailleurs. On va continuer. Alors, hop là. Là, on passe. Donc, on est passé de 2016, si je dis pas de bêtises, 2016. Là, on passe à 2020. Alors, le leader kosovar Hashim Tachi à la haie, en détention à la haie pour crime de guerre. Alors bon, on s'en fout, on va pas lire ça. J'ai pas envie de traduire. Ouais, je suis feignant. On va se mettre sur Le Monde. L'ancien président kosovar. Alors là, c'est publié le 9 novembre 2020 à 17h43, mis à jour le 9 novembre 2020 à 17h45. 2 minutes, le mec, il avait vu une coquille.
enfin, il a vu qu'il y avait une différence entre pouille et coquille, en fait. Euh, C'est une petite bite. L'ancien président kosovar Hashim Thaçi plaide non coupable pour crime de guerre. Inculpé pour crime de guerre et crime contre l'humanité perpétrés durant la guerre d'indépendance 98-99, Hashim Thaçi est jugé devant un tribunal spécial à La Haye, aux Pays-Bas. Ah, il se fait chier, il est en train de dormir. L'ex-président du Kosovo, Hashim Thaçi, devant un tribunal spécial à La Haye, voilà, blabla, en train de ronfler. On dirait Jojo bizarre, rapperture, là. Aperture, merde, Biden, il dort pareil. Bon, l'ex-président du Kosovo, Hashim Thaçi, inculpé de crimes de guerre lors du conflit contre les forces serbes, a plaidé non coupable. Voilà, il dit l'acte d'accusation est totalement dénué de fondement et je plaide non coupable de tous les chefs d'accusation. A déclaré Marcel Thaçi, 52 ans, ancien chef politique de l'armée de libération du Kosovo. Là, inculpé pour crime de guerre, voilà, il est apparu vêtu d'un costume gris, chemise bleu clair, cravate rouge. Et on s'en fout, putain, si t'as que ça à dire, le dis pas, putain, tu veux pas nous dire quelle a été la couleur de ses chaussettes, non oh là 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 là. Peu de temps après l'annonce de sa démission, jeudi, monsieur Thaçi avait été transféré au centre de détention du tribunal spécial avec 3 autres suspects. Les 4 hommes sont soupçonnés de près de 100 meurtres, de disparitions forcées, de persécutions, de torture. Des actes qui auraient été commis entre mars 98 et septembre 99. Au cœur de la vie politique kosovare depuis 2 décennies, Thaçi a constamment proclamé son innocence, accusant la justice internationale de réécrire l'histoire. La guerre du Kosovo, opposant forces serbes et guérillas indépendantistes, a fait plus de 13 000 morts. Bon, ça, on a vu, hein, on va pas faire du triplon, quadruplon, quintuplon, plomb. Oh, mais pute vierge! Bon, ta gueule, définitivement, ferme-la. Voilà, ta gueule. Bon. Ouais, ça, sans les piles, ça marchera mieux. C'est le téléphone fixe, l'autre il est en vibreur, mais lui, bon. J'en étais où, moi, putain? Sa mise en place d'accusation ok, bon. Sa mise en accusation devait être rendue publique en juin par le tribunal spécial, mais devrait encore être validée par un juge. 3 autres suspects, bon, ok. Alors voilà, l'ancien porte-parole de Lučeka, Jakub Krasniqi, un des plus proches alliés politiques de Thaçi, Kadri Veseli, ex-patron du renseignement de la guérilla, ainsi qu'une des figures marquantes de Lučeka, Recep voilà, Selimi. La comparution initiale de Krasniqi a également eu lieu lundi et celle de messieurs Veseli et Selimi se tiendront respectivement mardi et mercredi. Ça m'a stressé cette affaire de téléphone. Les audiences ont pour but de s'assurer que les droits de l'accusé, y compris le droit à une représentation légale, sont respectés et que celui-ci comprend les charges retenues contre lui. Ce serait con qu'ils ne comprennent pas quand même. A indiqué le KFC. Donc le KFC, là, c'est le tribunal spécial milieu. Alors, c'est une instance de droit kosovar composée de juges internationaux chargés d'enquêter sur des crimes commis par Lučeka. Bon, bah ok. On passe à la suite. Alors là, on est le 15 septembre 2021. À 19h12. Les crimes de guerre du Kosovo, le tribunal de la dernière chance. Alors, c'est RFI. Ouais, alors là on voit les procureurs Césari Michel Ksouk, ouais, c'est lui, et Jack Smith, c'est lui. Yeah, ouais, c'est un ricain, ça, un peu comme ça. L'agent Smith, voilà, admettons. Le tribunal spécial pour le Kosovo a ouvert son premier procès mercredi 15 septembre à La Haye, aux Pays-Bas, merci. Salih Mustafa, ex-commandant séparatiste de l'armée de libération du Kosovo, Lučeka, est accusé de crimes de guerre commis il y a 22 ans. De notre correspondante à La Haye, Stéphanie, Stéphanie Mopas, même combat. Bon, désolé, copine.
Je ne suis pas coupable des crimes qui me sont attribués par ce bureau de la Gestapo, a plaidé Salim Mustafa. Réduction ad Gestapum. À l'ouverture de son procès mercredi 15 septembre. Pantalon rouge et sweatshirt noir à capuche avec un string borat rose à étoile verte, les provocations de l'accusé ont suscité un pâle avertissement de la présidente. Mais pas une réaction du côté du bureau du procureur. Le procureur principal, Jack Smith, a mis en garde le public et les juges sur la nature du procès. Il ne questionne pas l'indépendance du Kosovo, a-t-il asséné, comme pour montrer à ceux qui, à Pristina, ont déni toute légitimité au tribunal. Après la pause, l'accusée a tout simplement séché la suite de l'audience, consacrée cette fois aux déclarations des victimes. Elle réclame un fonds dédié aux futures demandes de réparation. Elle demande aussi aux juges de se rendre sur le site des crimes. Je pense que ça peut foutre. Hein. Les bâtiments où les détenus ont été battus et torturés sont quasiment détruits. Mais l'avocate des victimes veut que les magistrats internationaux ressentent les tensions dans lesquelles vivent les victimes et les témoins. Je ne sais pas pourquoi aller sur place, ça change grand-chose. Hein. Bon. Le premier d'entre eux est attendu à la barre du tribunal dès lundi prochain. Bon. Arrêté à Pristina en septembre 2020, cet ex-commandant de l'armée de libération du Kosovo est poursuivi pour des crimes de guerre commis au plus fort de la guerre. Beurre tes petits cracks. Opposant la guérilla indépendantiste, bon bref. Détenu sous ses ordres dans le village de Slash. Oh pardon. À l'est de... Ça détend. À l'est de Pristina, des Kosovars albanais considérés comme des traîtres et pour certains accusés de collaborer avec les forces serbes auraient été battus, torturés et assassinés, affirme l'accusation. La création du tribunal a été inspirée par des voix kosovares, a affirmé le procureur général Jack Smith aux premières minutes du procès, alors qu'à Pristina, les anciens de l'UÇK notamment lui dénient toute légitimité. Créé par l'Union européenne en 2015, le tribunal spécial avait ensuite été validé à reculons par le Parlement kosovar. L'Assemblée, par cette action, a parlé au nom du peuple kosovar, a asséné Jack Smith. Face aux juges internationaux... Ah, j'ai oublié un truc. Et tiens, toi aussi. Bref, n'importe quoi. J'en étais où? Je me perds complètement. Voilà. Voilà. A-t-il affirmé avant de pointer à ses détracteurs? Ils disent que ce procès est contre le Kosovo et son peuple, mais ce procès concerne le profond mépris pour la vie humaine, la dignité et la liberté. Et pour un grand nombre de victimes, a ajouté l'Américain, c'est la dernière chance d'obtenir justice. Je savais bien qu'il était américain. Car ce n'est pas la première tentative engagée pour juger les auteurs de crimes commis lors de cette guerre. Créé en 1993, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie s'est bien penché sur la guerre du Kosovo et ses 13 000 morts. 6 responsables kosovars ont comparu, mais à l'exception d'un second couteau, tous ont été acquittés à la suite de graves pressions sur les témoins. Oh, j'ai envie de dire... Hein, étonnant, non? Eh ouais. Selon le procureur, cette atmosphère d'intimidation continue d'exister aujourd'hui et Jack Smith a invité les juges à rester vigilants. C'est un simple paragraphe publié dans les mémoires de la procureure du PI, Carla Del Ponte, en 2008, qui a enclenché la création de cette nouvelle juridiction. La Suissesse, ça se dit comment Carla Del Ponte en Suisse? Je sais pas. Affirme alors que des organes auraient été prélevés sur des prisonniers opérés dans une maison jaune proche du village de Burel en Albanie. Mandaté ensuite par le Conseil de l'Europe, le sénateur suisse Dick Marty, il est suisse lui aussi, Marty, avec un nom comme ça, Dick Marty, bon, Babita Marty, avait après enquête confirmé les faits en 2011, conduisant à la création de ce tribunal spécial. Bon, ok, plusieurs responsables de l'UÇK sont détenus à La Haye. On a vu, lors d'une des audiences, ces avocats ont souligné l'absence de référence dans le dossier à des trafics d'organes. Le dossier ouvert contre Salim Mustafa n'en porte pas plus de la trace. Alors, je fais une petite pause vite fait.
Fin de la pause, on va pouvoir rigoler avec une petite vidéo. Enfin, on va rigoler, on va beaucoup rigoler. Tiens, je mets le filtre, parce qu'on sait jamais. Un trafic d'organes au cœur de l'Europe, sous les yeux de l'ONU dans les années 90. Cela se serait passé en ex-Yougoslavie pendant la guerre du Kosovo. Des centaines de prisonniers serbes auraient ainsi été exécutés par des miliciens kosovars en vue de leur prélever leurs reins. Les explications de Michel Scott et Gilles Parot. L'accusation fait frémir. En pleine guerre du Kosovo, des prisonniers serbes auraient été assassinés dans le seul but de leur prélever leurs organes. Ouais, bon. Le rapport du Conseil de l'Europe raconte comment le trafic s'organisait vers l'Albanie voisine. Dans ces lieux de transit, souvent des maisons anonymes, des tests sanguins auraient été pratiqués pour vérifier la bonne santé des donneurs désignés. Quoi. Enfin, tu vois, au bout du quand voyage, même, hein, une clinique tu vas vendre clandestine, ça, tu vas vendre un rein à un millionnaire. située tout près de ça serait con l'aéroport que le de mec il Tirana. ait l'as. Là, froidement, le prisonnier est abattu. Dans la plupart des cas, ce sont ses reins qui sont prélevés, puis envoyés par avion à l'étranger, où ils rejoignent les circuits du marché noir de la transplantation d'organes en 36 heures, le délai maximum. Une opération à la portée de la mafia kosovare, affirme l'auteur du rapport. Au début, on nous disait « Ah, mais c'est impossible, il faut des structures sanitaires hyper sophistiquées, c'est pas possible que cela puisse se faire en Albanie ou au Kosovo. » Ouais, les Pakistanais, ils le font. C'est l'UCK qui est visé, l'ex-mouvement rebelle en guerre contre les Serbes, soutenu à l'époque par les forces de l'OTAN, et notamment l'un de ses chefs, Hashim Thaçi. Problème aujourd'hui, l'homme n'est autre que le Premier ministre du Kosovo et vient même d'arriver en tête aux élections. Le rapport accuse en outre les Occidentaux d'avoir eu connaissance de ces trafics d'organes sans les dénoncer. La vente des organes. Mais vous êtes malade, non? J'ai une tête à vendre des organes, moi. Je sais pas à quoi ça ressemble un mec qui vend des organes. Mais vous êtes fou, vous croyez n'importe quelle connerie. Alors Rada et moi, on aurait volé des cadavres pour vendre des organes, mais à qui? Ne croyez pas ces bêtises. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a eu des maisons jaunes, comme il dit? Maisons jaunes. Les maisons jaunes ont existé. Oui. Les maisons jaunes, c'est quoi les maisons Šta je to jaunes? žute kuće? Quelle maison jaune? Šta je to žute kuće? Pourquoi jaune? Oh, la question. En Albanie. Bah, pourquoi pas, c'est joli jaune. Est-ce que ça a existé? C'est joyeux. Da li je to postojalo? Monsieur, vous devriez aller consulter. Ah, ça c'est la réduction à Pampinouille, ça. Ça suffit, merci. Il n'y a pas eu de maison jaune, il n'y a pas eu de vente d'organes. Elle Non, était rien médecin eu. et moi aussi. On Vous est croyez bien qu'on s'est matérialiste. échangé les organes? Da mi smo to Les gens Ah, qui disent ça sont des je sais salauds pas. et des assassins. Oni koji to D'accord? kažu, to su Bien, voilà. Les salauds, des assassins. Tchè. Voilà, bon, hop, passons. Donc ça, bah, j'ai lu, hein, j'ai lu le truc. Alors, on va passer donc cette fois chez CNews via l'AFP. Hein, c'est mise à jour, voilà, le 12/04/2022 à 17h34 et publié à la même heure en fait. Ils font les mises à jour et la publication en même temps. L'ex-procureur suisse Dick Marty, réputé pour ses enquêtes internationales, et notamment celle sur le trafic d'organes au Kosovo, a révélé aux médias suisses être menacé de mort par des milieux des services de renseignement serbes. Et vivre sous protection policière. Le 18 décembre 2020, j'ai reçu un appel de la police qui m'informait que j'étais menacé de mort et m'annonçait que j'allais être mis immédiatement sous haute protection policière. Pourquoi les Serbes? Je comprends pas. C'est pas les Serbes qu'il est en train de faire chier, c'est les Kosovars. Bon. A raconté donc l'ancien conseiller d'État dans une interview diffusée sur la RTS, la radio-télévision suisse. L'Office fédéral de la police suisse a placé Dick Marty sous le degré de danger 4, oula, le deuxième plus élevé. Okay. Et il a dû donc accueillir des policiers armés jusqu'aux dents à son domicile pendant plus de 4 mois. J'espère qu'il a de la place. Interrogé par l'AFP, le ministère public de la Confédération, le bureau du procureur général, a confirmé l'existence d'une menace sérieuse à l'encontre de l'ancien procureur général du canton du Tessin, Monsieur Marty, depuis fin 2020. Et la mise en place d'un vaste dispositif de mesures sans préciser de quelle menace il s'agissait. Dick Marty, qui se déplace désormais systématiquement en voiture blindée avec gilet pare-balles, a affirmé que la menace venait apparemment de certains milieux des services de renseignement serbes qui ont demandé à la pègre, à des tueurs professionnels, de me liquider tout simplement pour faire retomber la faute sur les Kosovars. Ah, un false flag, j'ai compris. Déconnez pas les Serbes, hein, parce que
vous avez peut-être pas les mêmes moyens que les ricains pour faire ce genre de conneries. Hein. Et les false flags, faut être équipé pour quand même. Hein. Là, vous allez nous le faire à la Kusturica, quoi. Ah merde, le filtre. L'ancien procureur et rapporteur du Conseil de l'Europe a en effet enquêté sur les crimes présumés de l'ancienne guérilla kosovare de Lučeka dans les années 90 et notamment sur un trafic d'organes prélevés, blabla, sur des prisonniers majoritairement serbes. On a vu, fin 2020, le tribunal voilà, il a inculpé de crimes de guerre l'ancien chef de Lučeka, Hashim Thaçi, et ce dernier a dû démissionner de son poste. Heureusement qu'il n'est pas resté président. Dick Marty estime donc que les services secrets serbes cherchent à l'éliminer pour faire porter le chapeau au kosovar. La Serbie contestant toujours la déclaration d'indépendance du Kosovo de 2008. Apparemment, un service étatique veut m'éliminer pour discréditer son adversaire. C'est absolument inacceptable. Bah oui, c'est sûr. Selon ces propos, les autorités judiciaires helvétiques auraient décidé d'envoyer fin avril des policiers à Belgrade pour s'entretenir avec leurs collègues serbes. Je sais pas si des keufs suisses ils peuvent foutre la pression à des keufs serbes. Hein. À mon avis, je veux pas lire les cocos, mais vous n'êtes pas bien barrés. Hein. Alors, la suite, Balkan Transitionnel Justice, c'est quoi? C'est Balkan Insight. Alors, c'est un article du 11 avril 2022 à 13h16. Alors, Dick Marty, il est là. Voilà, qui est l'auteur d'un rapport explosif de 2010, blabla, bon ça on a vu. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants finalement là-dedans? Blablabla. Non, voilà. Ouais, en gros, les Serbes ils disent non, c'est pas vrai. Ouais. Ils vont pas dire oui, tout à fait. Évident. Alors, toujours Balkan Insight, cette fois du 20 avril 2022 à 10h56, les chiens de garde états-uniens qui accusent le Kosovo, les politiciens kosovars de liens de corruption. Ouais, vous les avez foutus là-dedans. Donc forcément, est-ce qu'il y a des trucs? Ça me fait chier de faire de la traduction à la chouarave comme ça. Blablabla. Est-ce qu'il y a des trucs vraiment intéressants à dire maintenant? Non. Ouais, je vais dire non. Peut-être, mais je vais dire non. Je mettrai les liens et puis voilà. Alors par contre, dernier article. Alors ça c'est c'est le fameux Rama bidule là, Edi Rama. On va voir. Alors j'ai fait une trad là, Google Trad vient par ici, mon copain, parce que je ne lis pas l'albanais. Donc, on va rigoler avec Google Trad. Alors, ça dit, le Premier ministre albanais, Edi Rama, a déclaré qu'il ferait d'Hashim Thaçi, alors oui, c'est Edi Rama, a déclaré qu'il ferait d'Hashim Thaçi le coprésident de l'Albanie et du Kosovo. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Des coprésidents? Non mais... Ça ose tout, hein, c'est à ça qu'on les reconnaît. Non mais c'est pas possible ça. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors oui, je crois que l'Albanie a bien envie de foutre la main sur le Kosovo, ça semble logique, mais de là à avoir un coprésident, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi? Rama, dans une déclaration aux médias, a déclaré que Thaçi sera un excellent président, mais que selon lui, malheureusement, ce n'est pas possible car il est à la haie. Nous aurions fait de Hashim Thaçi le président à coup sûr et il aurait été un excellent président pour l'Albanie et le Kosovo et nous aurions voté pour lui avec la plus grande conviction et satisfaction. Mais malheureusement, Hashim Thaçi n'est pas présent en ce moment dans la vie de l'Albanais en tant que citoyen libre parce qu'en ce moment, un procès est en cours contre lui, ce qui ne me fait pas dire quel est ce procès. Oui, Google Trad. Ok, merci. Rama a également expliqué une partie de la constitution de l'Albanie selon lui, quelqu'un qui n'a pas vécu en Albanie au cours des 10 dernières années ne peut pas être élu président.
Alors, notre constitution a un obstacle à cet égard, c'est une constitution faite à un autre moment et qui a prévu que le président de la République ne peut pas être élu, quelqu'un qui... Ça parle petit nègre là-dedans. Non, ce n'est pas raciste, détendez-vous. Cela limite donc et élimine complètement la possibilité d'élire un président qui vient de l'extérieur du territoire officiel de l'Albanie. Alors, comment vous voulez en faire un coprésident, bande de glandus, si vous ne pouvez pas? C'est quoi ce bordel? Ah, les républiques bananières, hein. Même quand ça fait pas de la banane, il y a quand même de la carotte, hein. Bon, eh ben voilà, bah, c'était tout. C'était tout. Moralité, j'en sais rien. Enfin, si, moralité, quand... par principe, ouais, c'est là-dessus que je me base. Par principe, quand on me dit que... quand les Amerlocs, en règle générale, mais pas que les Amerlocs, c'est valable pour tout le monde, quand on me dit bidule, il est gentil, machin, il est méchant, on a les preuves. Moi je dis zététique les copains, oui, mais il y en a d'autres qui disent que non. Donc je vais vérifier un petit peu partout. C'est pour ça d'ailleurs hein, que je suis totalement opposé au fait d'avoir niqué RT et Sputnik en Occident, étant donné qu'on n'a qu'une seule vision du conflit en Ukraine, par exemple. Voilà. Et ne jamais oublier que on nous vend des mecs comme étant des héros, des gentils copains, oulala, la démocratie, tout ça. Et puis 20 ans plus tard, on s'aperçoit que c'était des fumiers. Donc voilà. Ou alors des fois on nous vend des mecs comme étant des monstres qui ont des armes de destruction massive. Et puis 20 ans plus tard, on s'aperçoit que c'était une arnaque. Donc toujours se méfier des informations, de la manière dont c'est traité et garder toujours du recul, hein, ne pas sombrer dans l'émotionnel et toujours regarder ça quand même avec un petit peu un petit côté goguenard, j'ai envie de dire, parce que une information, comme je l'ai déjà dit, ça ne reste que de la propagande. Allez, sur ces belles paroles, amusez-vous bien les petits gnous. Bisous bisous.